Merci beaucoup. Merci Sally. Avant tout, je tiens à remercier chaleureusement notre collègue estimé, monsieur le professeur Sally Kokomfouene, ainsi que le Collège de France. Je ne sais pas si ça marche le micro. Parfait. Collège de France m'avoir fait l'honneur par leur invitation à vous présenter aujourd'hui une communication sur l'hégémonie langagière et l'hégémonie économique et politique. En fait, un titre proposé par Sally lui-même. Donc, et ça, comme vous allez voir, ça recoupe parfaitement ce qui vient d'être présenté par notre collègue il y a un instant. Alors, mon exposé est composé de 3 parties principales. Tout d'abord, je commencerai, ou j'essaierai de vous expliquer comment les langues amazighes, aussi appelées berbères en français, j'essaie d'éviter cette appellation. Je pourrais vous expliquer après, peut-être, s'il y a encore du temps, pourquoi. Comment sont donc les langues amazighes ou berbères constituent un aspect essentiel de l'identité collective transnationale amazigh, construite en opposition à l'hégémonie étatique, que ce soit en Afrique du Nord ou dans la diaspora. Indépendamment de la diversité géographique, ethnique, sociale, historique et politique des Amazighen, c'est-à-dire donc les Berbères, qui sont les peuples d'ascendance amazigh, et de leurs revendications, leur récent mouvement idéologique unifié a engendré l'apparition d'un nouveau groupe ethnique autochtone, entre guillemets post-colonial, appelé souvent le pan amazigh ou simplement l'amazigh, qui est largement promu par le biais des nouveaux médias. Cependant, il y a eu un récent changement dans la représentation du tamazight, influencé par l'évolution de la perception du derija. Alors, derija, généralement appelé l'arabe maghrébin, alors que c'est beaucoup plus que ça, et j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, il y a une évolution dans la perception du derija comme faisant partie du patrimoine et du répertoire interactionnel du tamazight. Ce changement est motivé par l'instrumentalisation gouvernementale du tamazight, surtout depuis sa reconnaissance officielle au Maroc et en Algérie, en parallèle avec des efforts continus d'arabisation institutionnelle. Malgré ces efforts, l'arabisation n'a pas réussi à remplacer le tamazight et le derija par l'arabe standard, comme prévu, conduisant à un phénomène que j'ai appelé darijation, en fait en anglais darijation, donc au lieu de arabisation, et que je présenterai aussi dans cette communication. De plus, je démontrerai aussi que la sauvegarde et le renouveau des langues du tamazight sont associés au multilinguisme, dans lequel diverses langues hégémonisantes ou bien dominantes, telles que le français, l'arabe et l'espagnol, jouent un rôle essentiel en Afrique du Nord. Ces langues, ainsi que tant d'autres, dans les divers contextes diasporiques où vivent les peuples amazigophones, constituent non seulement des ressources sociolinguistiques concurrentes au sein de leur répertoire multilingue, mais offrent également certains outils métalinguistiques permettant le renouvellement des différents systèmes d'écriture des langues du tamazight, de leur grammaire, de leur dictionnaire et même de leur canon littéraire. En outre, j'examinerai d'une perspective interactionnelle la manière dont Internet, en tant qu'instrument de la mondialisation ou plutôt de la globalisation, permet aux interactants nord-africains de compléter les fonctions de leurs ressources linguistiques pluricentriques de manière translocale et en conséquence comment les médias numériques repositionnent ces fonctions dans l'espace interactif, substantiel ainsi que cognitif. Il sera également question de s'interroger sur la nature et les fonctions du multilinguisme dans les contextes culturels interethniques et sur la manière dont leurs interactants créent conjointement des normes linguistiques et culturelles et des accommodements permettant ainsi de recadrer les langues hégémonisantes telles le français standard vers une symétrie plus négociée localement. Alors, les données présentées seront examinées d'un point de vue donc, de la sociolinguistique interactionnelle principalement, mais aussi de l'anthropologie linguistique et de l'ethnographie.
Elles ont été recueillies dans divers contextes, hors ligne et en ligne, formant ensemble un corpus multilingue et multimodal, écologique, substantiel, construit en Afrique et en Europe. Le multilinguisme n'est pas un phénomène récent, comme on le suggère assez souvent. En fait, le multilinguisme en Afrique du Nord, en tout cas, est un phénomène ancien et remonte au moins à l'Antiquité, comme nous pouvons le voir sur cette diapositive, où nous avons la célèbre inscription bilingue en punique versus numide. Donc numide, qui dit numide, dit donc libyque ou libyco-berbère. Donc dédié à Massinissa, roi de Numidie, est représenté ici du côté droit de la diapositive. En fait, les études de l'AFCI depuis 2008 montrent la complexité sociolinguistique de l'Afrique du Nord, qui est qualifiée dans ces études de multilinguisme stratifié et hiérarchisé, au lieu des concepts souvent utilisés comme la diglossie, qui ne couvre pas de tout, ou n'explique pas de tous les phénomènes que j'ai pu rencontrer. Composé de langues, différentes langues, du tamazirt et leurs variétés locales, du darija, de diverses langues africaines subsahariennes, des langues européennes ex-coloniales, dont principalement le français et l'espagnol, et en moindre mesure encore aussi l'italien, ainsi que bien sûr l'anglais, considéré comme la langue internationale par excellence. Et on voit là sur le côté droit de la diapo le premier panneau de signalisation officielle avec du tamazirt écrit en tifinagh, mis en place à Agadir, au Maroc, en 2019, à côté de l'arabe standard et du français. Alors, les langues maternelles et les langues héritées ou d'héritage, telles que le tamazirt, ont souvent le statut de langue non officielle, de langue minoritaire ou de langue seconde, ce qui les rend difficiles à concurrencer avec les langues dominantes comme l'arabe standard. Je dirais peut-être c'est la concurrence est la plus forte de ce coin. La langue de l'islam, parce que c'est la langue de l'islam et de son Ummah, c'est-à-dire la nation arabo-islamique transnationale. Mais aussi des langues telles que le français, la seule langue officielle en France, ou même l'anglais, largement considéré comme la langue internationale prééminente, acquérant de plus en plus une importance sociale et interactive croissante à la suite de la révolution électronique, donc même en Afrique du Nord. En conséquence, les structures et les fonctions des ressources linguistiques présentent une nature stratifiée et hiérarchisée, dépendant du contexte et de la position interactive à partir de laquelle les interactions se produisent. Ces positions peuvent être catégorisées comme dominantes sur le plan sociopolitique ou culturel, offrant ainsi un statut élevé, comme par exemple l'arabe standard dans les institutions publiques nord-africaines, ou dominées plutôt avec un statut plutôt ou relativement faible, comme par exemple le tamazirt dans les institutions, les mêmes institutions publiques et les espaces nord-africains, tout espace public en fait nord-africain, ou quelque part entre les deux, ce qui est le cas du darija, y compris dans les institutions publiques et les espaces nord-africains, et y compris dans les régions parlant le tamazirt. En alignement avec cette stratification linguistique, les identités étant considérées comme des productions sémiotiques interactives, construites lors d'interactions socioculturelles, le sont aussi. Donc les identités sont également stratifiées et hiérarchisées. Et bien sûr, je parle non seulement des identités construites à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Alors, qui sont rapidement les Émazérins, ou ces fameux berbères? Alors, ce sont les peuples autochtones de l'Afrique du Nord, et également appelés Tamazra de nos jours de plus en plus, qui s'étendaient dans l'Antiquité des îles Canaries à l'Égypte et de la Méditerranée au nord du Sahel. On estime à environ 40 millions le nombre de locuteurs du tamazirt, dont 6 millions vivent dans la diaspora. La plus grande
où le plus grand nombre des amazigophones vit au Maroc. Les estimations varient entre 30 et 70% de la population totale, indépendamment de leurs compétences linguistiques. De nombreuses langues amazighes sont en danger, non seulement dans les marges de l'Afrique du Nord, comme en Mauritanie, mais aussi dans des régions densément peuplées, comme dans le Rif, par exemple, dans le nord du Maroc. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, et je reviendrai sur quelques-unes si le temps le permet. Alors, le tamazight, qu'est-ce que c'est? Le tamazight n'est pas une langue, c'est une notion fort répandue encore, même au milieu académique. C'est une famille de langues, donc une famille linguistique native de l'Afrique du Nord, qui comprend une quarantaine de langues et leurs variétés locales. Ensemble, ces langues et leurs variétés forment une branche de la famille, donc une sous-famille, de langues afro-asiatiques, appelées aussi kamito-sémitiques en français, traditionnellement. L'intelligibilité mutuelle n'est possible qu'entre des langues proches ou des langues du même type, sinon une instruction ou un contact à long terme est nécessaire pour comprendre et parler les différentes langues correctement. C'est un petit peu comparable au bantou, ou à les langues germaniques, romanes, je dirais plutôt bantou. Alors, le tamazight possède des formes linguistiques anciennes, regroupées sous le nom de libique ou limide. Parfois, on les appelle aussi libico-berbères. Remontant au 5e jusqu'au 10e siècle avant notre ère, et à partir desquels dérive le tifinagh ancien ainsi que le tifinagh actuel, utilisé par les Touaregs jusqu'à ce jour, y compris au Mali, dont provient la photo que je vous ai présentée tout au départ, par laquelle j'ai commencé ma communication. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc, depuis plusieurs décennies, le tifinagh, et plus précisément sous sa version néo, et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le néo-tifinagh, est également utilisé dans des régions septentrionales de l'Afrique du Nord, dont notamment au Maroc, depuis l'introduction du tamazight dans l'éducation officielle en 2003. Tamazight est le terme endogène pour toute langue amazighe. Par exemple, il désigne la langue des Touaregs Lahagar dans le sud de l'Algérie, où la variante locale Tmahaq est utilisée, et la langue des Kabyles, en même temps aussi, du nord de l'Algérie, qui utilise aujourd'hui le néologisme kabyle, du français, ou taqvaylid. La distribution des langues amazighes à travers l'Afrique du Nord a la forme d'un continuum, c'est pour ça que je pense au bantou aussi, ce qui signifie qu'elles ne sont pas toujours facilement distinguables les unes des autres, car une langue passe à une autre sans frontières bien définies. Tant le tamazight que le tifinagh fonctionnent comme des marqueurs symboliques, des icônes de l'identité collective pan-amazighe, que j'ai appelé déjà en 2008 l'amazirité, en italien l'amazirita, c'est un article en 2011 qui est paru, et par la suite aussi en anglais amazighness. Donc des termes en fait assez répandus de nos jours et qui couvrent autre chose aussi de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux. Cette carte, en fait, qui vient de Encyclopædia Britannica, donne une idée de la répartition des principales langues du tamazight sur Tamazra. Il y a un problème parce que ce type de carte donne l'impression qu'en dehors des zones arcerées en jaune, aucune langue amazighe n'est pratiquée. Ce qui est trompeur, car par exemple des villes comme Casablanca et Alger comptent de nombreux habitants, même plus que 50%, pratiquant le tamazight. Alors, le tamazight est largement connu pour sa culture orale, comme toutes les langues africaines, avec ses formes et genres littéraires divers et sophistiqués, tels que les genres poétiques de l'Izli, de la Sfro, de la Margue. Et traditionnellement, cette littérature orale, elle est très appréciée, beaucoup plus que l'écrit. Alors, certains genres littéraires ne sont plus utilisés que pour des rituels et des cérémonies socioculturelles importants, comme pour les mariages par exemple, et depuis toujours et jusqu'à nos jours, tout dépend un petit peu des contextes, bien que les choses
drôlement changé depuis peu. La parole orale a toujours eu beaucoup plus de prestige que la parole écrite parmi les Imazighen, y compris parmi les Touaregs qui ont sauvegardé et qui ont gardé, conservé et transmis l'écrit et une écriture par cette graphie endogène depuis millénaires. Outre donc cette littératie orale, le Tamazight connaît aussi une littératie écrite. Et ça, c'est très peu connu, même aussi dans les milieux académiques, on en parle très peu, alors que les Imazighen ont donc cette culture de l'écriture vieille de plusieurs millénaires et aussi donc très développée. Alors, cette tradition de l'écrit se décline en 3 types, selon le système d'écriture sur lequel elle est basée, à savoir donc la notation libyenne endogène et le système d'écriture irrésultant, c'est-à-dire le tifinagh, à côté de l'alphabet arabe de type nord-africain qu'on appelle aussi maghribi, et bien sûr aussi l'alphabet latin. Donc, si il nous reste du temps, après, je pourrais revenir là-dessus. Sinon, voici un exemple, en fait, un extrait du chef-d'œuvre de la tradition écrite en tamazight basé sur l'alphabet arabe, nommé aussi El Hawd, qui veut dire le réservoir, de l'écrivain Mohammed Awzal, qui est un texte, et son texte de jurisprudence islamique malikite datant du XVIIe-XVIIIe siècle. Parlons un peu de la revendication amazigh et de son rapport avec la langue et les pouvoirs sociopolitiques et économiques. En fait, ce n'est qu'avec la création des nouveaux États-nations post-coloniaux que la revendication transnationale, entre guillemets, collective des droits culturels, linguistiques et identitaires amazigh a pris forme en Afrique du Nord et dans sa diaspora. Le principal instigateur de ce mouvement multiple était l'exclusion des Imazighen, malgré leur rôle vital dans l'obtention de l'indépendance, de toute prise de décision et position de pouvoir institutionnel dans les États pan-arabes et islamiques nouvellement établis. La négation absolue des droits amazighs a été canonisée par l'omission totale de la langue et de la culture amazigh dans leurs constitutions respectives, qui considéraient l'arabe standard comme la seule langue officielle. Les cas des langues touareg étaient une exception, car ces langues étaient reconnues comme langue nationale au Niger, au Mali et au Burkina Faso sous le pan-africanisme. Alors, par conséquent, contrairement aux régions amazighes du Nord, donc septentrionales, les problèmes au sein des communautés touareg ne sont généralement pas contestés sur des lignes linguistiques, donc pas à travers des problématiques liées aux langues. Cependant, malgré cette politique en faveur de la diversité linguistique, une approche différente est adoptée en ce qui concerne les systèmes d'écriture dans ces pays africains. Depuis les années 60, il y a eu un effort concerté pour standardiser la transcription des langues nationales, s'alignant sur les idéaux pan-africains. L'alphabet latin est utilisé de manière prédominante pour cette transcription, une mesure d'homogénéisation qui a reçu un soutien politique et financier substantiel de la part d'organisations internationales et d'institutions religieuses comme le fameux Summer Institute of Linguistics. Néanmoins, cette poussée vers l'uniformité n'a pas toujours été bien accueillie par la communauté touareg, qui possède une tradition séculaire, voire même millénaire, d'utilisation de son propre alphabet tifinagh, et que je vous ai montré aussi par la photo par laquelle j'ai commencé ma communication, qui vous montre le Petit Prince, traduit donc en Tmashaq, donc touareg du Mali, publié ici en France, publié en fait par un éditeur français en 1958. L'arabisation institutionnelle qui a suivi lors des indépendances
soutenu par la culture arabo-islamique, a joué à cette époque-là et joue toujours un rôle central dans les politiques linguistiques des pays nord-africains et en parallèle aussi dans la diaspora. Cette arabisation institutionnelle, que en fait je l'appelle ainsi pour la distinguer de l'arabisation qu'on pourrait appeler organique, hein, qui se fait organiquement, hein, bottom-up et pas top-down. Donc l'arabisation institutionnelle, qui est de haut en bas et pas de bas en haut, a été implémentée conjointement avec des mesures concernant la gestion territoriale qui visent la marginalisation des langues et cultures amazighes, dont par exemple l'installation systématique et institutionnellement cadrée des groupes arabophones dans des zones majoritairement berbérophones. Ouais, mais c'est là, je me trahis, mon français me trahit. La destruction des sites archéologiques, la fragmentation des centres et régions historiques, l'exclusion des investissements dans les zones amazigophones, etc. Et ça, c'est pour n'en citer que quelques exemples. La lutte pour les droits linguistiques, socioculturels et politiques amazighes connaît des différences considérables selon l'État en question, son histoire politique et sociale, ainsi que selon les régions en question. La lutte de la Kabylie en Algérie n'est pas celle de l'Azawad au Sahara, et non plus celle du Rif au nord du Maroc. Alors, expliquons un petit peu ce que j'entends par arabisation institutionnelle. L'arabisation institutionnelle fait référence à des processus, à un ensemble de processus sociopolitiques visant principalement à imposer l'arabe standard comme langue nationale, avec l'islam comme légitimation. Ce processus s'est déroulé par cycles, avec des périodes d'ouverture à d'autres aires linguistiques et culturelles variables selon les conjonctures, y compris vis-à-vis le français et sa francophonie, qui ont rencontré plusieurs défis depuis le cycle de renforcement généralisé à partir des années 80, avec des efforts davantage intensifiés depuis les années 90. L'arabisation institutionnelle a échoué dans ses objectifs pour plusieurs raisons, notamment en raison de problèmes éducatifs structurels et de différences dans les références culturelles et idéologiques. Alors, et la colonisation y est pour quelque chose. Et cela a entraîné d'importantes crises sociales liées aux questions existentielles et identitaires des populations nord-africaines, dont la majorité écrasante est d'origine amazighe. Cet échec a été récupéré par l'opposition, y compris les mouvements d'extrémisme islamique comme le salafisme, ainsi que le mouvement amazigh depuis les années 90. Cet échec d'arabisation institutionnelle a engendré le phénomène identifié comme derigation ou derigation, ça sonne mieux en anglais, je l'ai inventé en anglais en fait. Et en fait, l'arabisation institutionnelle a échoué car l'arabe standard n'est pas parvenu à supplanter l'usage généralisé du derija. La mise en œuvre agressive de l'arabisation institutionnelle, depuis les années 90 notamment, a eu comme effet collatéral la transition rapide du tamazight au derija. Et là, je vois des parallélismes avec ce qui a été présenté par notre collègue, en fait, par certaines dynamiques que vous avez montrées et sur lesquelles on pourrait revenir. Donc, on ne choisit pas nécessairement ce qui est le plus prestigieux, parce que le derija n'est pas du tout prestigieux. On choisit ce qui est peut-être pas toujours le plus pratique, mais aussi un moyen. Dans le cas du derija, c'est un peu plus complexe, mais certainement, c'est surtout pas en raison de prestige. Ainsi, au lieu d'une arabisation comme il a été programmé, on est passé donc à cette darijation. Une partie de la définition dit que donc adoption systématique et prolifération du derija à travers
tous les strates, les couches de la société, y compris dans des settings au niveau des interactions formelles. De plus, et je vous donnerai quelques exemples dans un instant, de plus, le Darija assume progressivement le rôle de lingua franca en Afrique du Nord, pénétrant même dans des contextes traditionnellement réservés aux langues dominantes. Par exemple, les discussions sur la littérature française dans les milieux universitaires, où la présence du français standard était autrefois prédominante, voient maintenant une présence notable du Darija. Cette tendance est particulièrement évidente lorsque le code switching, donc l'alternance codique, se produit, y compris avec le tamazight. Même des matières auparavant enseignées en français, telles que les mathématiques, sont maintenant principalement enseignées en arabe standard dans les systèmes éducatifs nationaux, parce que ça a été imposé ainsi à partir des années 80 et renforcé dans les années 90. Mais en fait, donc, cet arabe standard est constamment entrecoupé par le code switching impliquant le Darija, le français et ou l'anglais. Le Darija couvre désormais la société nord-africaine, gagnant particulièrement du terrain au Maroc, où jusqu'à récemment la majorité parlait tamazight, certains même exclusivement, notamment dans les zones rurales. La mise en œuvre agressive des initiatives d'arabisation dans les années 90 au Maroc et en Algérie a radicalement modifié le paysage sociolinguistique, précipitant une transition rapide du tamazight au Darija. Ce changement étroitement lié à la promotion de l'islam sunnite a stratégiquement utilisé les institutions religieuses, illustré par la création, par exemple, de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidat en 2013 par la monarchie marocaine. Au sein de telles institutions et d'autres de nature similaire, les imams suivent une formation spécialisée et sont stratégiquement positionnés pour promouvoir l'adoption de l'arabe standard dans le cadre de l'islam. Cette démarche a servi, donc non seulement en Afrique du Nord, mais surtout aussi dans la diaspora. Cette démarche a servi à des fins doubles, contrecarrer la propagation du chiisme, tout en contraignant les locuteurs du tamazight à renoncer à leur langue maternelle au profit du Darija, souvent perçu par les décideurs comme un dialecte de l'arabe standard, favorisant ainsi l'agenda de l'arabisation. Par conséquent, de nombreux locuteurs du tamazight adoptent le Darija, non seulement comme langue principale, mais aussi comme moyen d'enseignement pour leurs enfants, motivés par des aspirations de réussite académique et d'intégration sociale, parfois exacerbées par des motivations religieuses. Il est à noter que certaines figures religieuses connues, y compris des imams officiels, dénigrent activement le tamazight et ses traditions culturelles, telles que Yenneyer, par exemple, la célébration du Nouvel An à Mazir, les dénonçant souvent aussi, tout en parlant paradoxalement dans la même langue qu'ils cherchent à dénigrer. Dans ce paysage complexe des politiques linguistiques en Afrique du Nord, la question suivante se pose. Comment le tamazight peut-il respirer aussi et espérer survivre, encore moins prospérer, lorsque des entités politiques dominantes établissent des institutions de commandement telles que l'Institut Mohamed VI au cœur même de l'interaction sociale. Les institutions telles que celles-ci, opérant sous le couvert d'idéologies religieuses et nationalistes, exercent un contrôle significatif sur le discours sociétal et exercent leur influence tant localement qu'au-delà, que globalement. Alors, voici sur cette diapo, je présente la définition de Darija. Alors, je traduirai peut-être que les premières lignes. Donc, Darija ou Darja ou Lahja, tant que c'est parlé ou pratiqué donc en Afrique du Nord, est un continuum linguistique
qui varie progressivement et qui couvre l'ensemble de l'Afrique du Nord tout en fonctionnant comme une lingua franca. Alors, ce derija, parfois on l'utilise en français aussi, le féminin, la derija, alors je préfère garder le français, le par calque, est de plus en plus considéré, et ça c'est intéressant, comme une partie intégrante du patrimoine amazigh. Alors que sociolinguistiquement, il y a une compétition forte. Le plus grand danger pour le tamazight provient du derija. Alors, et surtout ça depuis l'officialisation du tamazight au Maroc et en Algérie. En fait, il y a même un mouvement en plein essor, en particulier sur les réseaux sociaux, qui milite contre la catégorisation du derija comme un simple dialecte arabe. Ce changement découle de son impact profond sur la vie de nombreux, selon moi, de nombreux Nord-Africains. Et selon moi, deux facteurs essentiels sont à l'origine de cette évolution récente. La première est la prise de conscience croissante parmi les individus amazighs de la transition importante du tamazight au derija, incitant à une quête de compréhension, d'où est-ce que ça vient, en particulier chez ceux qui ont perdu la maîtrise du tamazight très rapidement ou ne l'ont jamais appris parce que leurs parents ont choisi de ne pas l'enseigner à la maison. Le second facteur essentiel est qu'il y a une reconnaissance émergente parmi les locuteurs du derija de leur ascendance amazigh, même parmi ceux appelés les Arabi, par exemple, donc les plus qui ont été considérés, ont toujours considérés comme des descendants des Arabes, des tribus, des anciennes tribus arabes, surtout du XIe siècle. Or, donc même les Arabi, en fait, se posent les questions, et là, tous ces tests de DNA, ils sont pour quelque chose, incitant certains donc à revendiquer indirectement cet héritage. En ce qui concerne la Renaissance amazigh, suite à la recherche scientifique augmentée, mais aussi à une production culturelle et une distribution accrue et diversifiée, et à la promotion de leur patrimoine culturel, notamment par de nombreux réseaux non gouvernementaux, formés aussi à ces fins, les langues et les cultures du tamazight ont, au cours des 2 dernières décennies, connu un élan qui les a rendus socialement et politiquement plus visibles. Cette force croissante du changement a probablement contribué à la récente reconnaissance officielle des droits linguistiques des Amazigh au Maroc et en Algérie, et qui faisait partie des réformes constitutionnelles générales, probablement aussi liées aux dernières révoltes sociales et politiques en Afrique du Nord, dont celle appelée paradoxalement le printemps arabe, puisque, voilà, pour ceux qui comprennent. Malgré l'officialisation du tamazight au Maroc en 2011 et en Algérie en 2016, aucun progrès pratique, matériel, significatif dans la revendication des Amazigh pour le droit à leur propre langue et culture ne peut être observé ni dans ces pays, ni ailleurs en Afrique du Nord. Au contraire, la crainte de nombreux militants amazighs selon laquelle la reconnaissance officielle de leur langue est principalement un acte symbolique ne semble pas être infondée. Non seulement les promesses faites n'ont pas été tenues, mais nous constatons même un durcissement et un déplacement vers la droite dans l'élaboration des politiques, également en ce qui concerne la langue. La mise en œuvre du soi-disant projet amazigh est au point mort depuis un certain temps, ce qui est très clair dans le domaine de l'éducation. Prenons l'exemple du Maroc, où il était promis d'étendre l'enseignement du tamazight qui a commencé en 2003, chaque année afin qu'en 2010, tous les niveaux de l'enseignement primaire à l'université soient couverts dans tout le pays, y compris dans les zones arabophones. Actuellement, cependant, l'éducation ne dépasse pas le niveau de l'école primaire. Et la qualité de l'éducation est également
médiocre, en partie en raison du manque de personnel, enseignants compétents, et de matériel pédagogique décent. Alors, parlons un petit peu du processus d'amazirité, qui est une ramification de la revendication amazigh. En raison de l'impact de la révolution technologique il y a 2 décennies environ, un changement rapide et généralisé de la culture orale à la culture écrite et multimodale, donc portée aussi par l'écrit, a eu lieu parmi les amazighes, ou les amazigrophones, si l'on veut. Grâce à la communication numérique, de nombreuses minorités politiques, telles que celles des amazighes, ont acquis un forum pour préserver et développer leur langue et culture ancestrale. Plus que jamais, le tamazight est promu en tant que langue et culture par toutes sortes de réseaux non gouvernementaux. Un aspect important de sa promotion est l'éducation informelle, par exemple via YouTube. L'éducation en tamazight, tant en Afrique du Nord que dans la diaspora, et ça c'est quand même très important, parce que là je me répète dans chaque article, puisqu'il n'y a pas de progrès, et elle est encore, cette éducation, principalement assurée par des réseaux non gouvernementaux au niveau local et international. Les médias numériques sont également importants pour les amazighes, car ils donnent voix à leurs revendications et à leur amazirité, c'est-à-dire à cette identité collective transnationale amazigh, mais aussi cette voix est importante pour la pérennité du tamazight, non seulement à travers les amazighes eux-mêmes et leurs partisans, mais aussi à travers des groupes d'intérêt internationaux, et peut-être même internationaux, des groupes d'intérêt économiques internationaux. Sur les diapositives à venir, je montrerai comment les normes linguistiques et les représentations sont engendrées et encouragées sur les sites web amazigh afin de créer cette amazirité, en fait. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors, jetez un coup d'œil à la diapo suivante. À droite, vous pouvez voir l'annonce de cours en ligne de tamazight. Vous voyez, apprendre les langues amazigh berbères. Il y a peu, il y a même pas un an, je crois, on l'utilisait, puisque c'est basé à Paris, on n'utilisait que berbère. Alors, ils ont adapté leurs affiches et leur réseau. Alors, parce que c'est organisé depuis Paris par le CBF, et ça implique un réseau international d'enseignants, donc ils ne sont pas tous francophones nécessairement, et cela pour les différentes langues du tamazight. Les cours de tamazight sont souvent dispensés dans différentes langues européennes, du moins pour les premiers niveaux, parce qu'il y a l'anglais, il y a le français, l'espagnol, etc. À gauche de la diapositive, vous pouvez voir une capture d'écran d'une vidéo YouTube extraite d'une chaîne numérique appelée Berber Télévision, l'une des premières du genre, qui présente ici le premier cours d'une série de cours de tamazight de base, principalement exprimés en tamazight kabyle, donc nord de l'Algérie. Et bien que ces cours traitent spécifiquement de la langue kabyle, les éditeurs de la chaîne et du site web, ainsi que l'enseignant lui-même, les présentent comme du tamazight. C'est comme si on disait le bantou, le germanique. Alors, même s'il n'existe pas encore de tamazight unifié ou standard, ni pour les kabyles, ni pour l'ensemble de la famille linguistique du tamazight, qui ait été officiellement convenu, encore moins élaboré, que ce soit en alphabet latin, arabe ou tifinagh. Donc, leur étiquetage en tant que pan-amazigh indique le désir des interactants de transmettre l'héritage amazigh dans le format social et culturel entre guillemets moderne, investi de l'alphabétisation et de l'homogénéité linguistique. Ce but est également observable pendant les discussions où l'enseignant utilise constamment des néologismes en tamazight pour construire un contenu métalinguistique distinctif et une structure argumentative et éducative.
Un fait intéressant, me semble, est que ces enseignants en ligne utilisent de nombreuses expressions donc néologiques, mais les reformulent souvent en français ou dans une autre langue pluricentrique, et cela à des fins cognitives telles que la mémorisation, ainsi que des fins interactives comme la recherche ou le maintien de l'attention. Alors, dans cet enregistrement vidéo, avec ce tuteur, un vrai effort est fait pour enseigner Terweilit, seulement, même lorsqu'il explique et reformule les nombreux néologismes utilisés. Alors qu'il y a une dizaine d'années, il ne le faisait pas. Donc il y a cet effort d'homogénéité et d'homogénéisation très, très pressant. Alors, ce n'est pas la pratique la plus courante, comparée à d'autres cours en ligne, même sur la même chaîne, mais ce n'est pas exceptionnel. Je pourrais même dire c'est considéré comme l'idéal dans ces milieux, dans ces cercles en fait, militants. En conséquence, les pratiques de reformulation plurilingue, multilingue et pluricentrique permettent une vérification continue des façons dont les objets de discours, c'est-à-dire les caractéristiques linguistiques du tamazirt, sont catégorisés et dénommés. Ainsi, elles remplissent des fonctions métacommunicatives, et donc elles sont essentielles. Par conséquent, la présentation du tamazirt comme une langue unifiée et écrite ne répond pas seulement aux demandes omniprésentes et à la pression pour la modernité, entre guillemets, mais la renforce également de manière interactive en augmentant son statut social et culturel que j'ai eu le privilège de voir évoluer au cours des 2 dernières décennies. Néanmoins, il faudrait dire que généralement on favorise, là j'essaie de couper, d'aller un peu plus vite, le choix d'un système orthographique basé sur l'alphabet latin pour un bon nombre de ces cours et pour une grande partie aussi du contenu numérique partagé en tamazirt renforce ce statut et cette quête aussi en fait de statut, d'élévation de statut, car l'alphabet latin est généralement considéré, tant dans le monde académique que dans les cercles militants, comme l'option la plus viable et la plus moderne pour l'écriture des langues tamazirt, ou du tamazirt. Néanmoins, le système d'écriture tifinagh est un concurrent significatif dans le débat sur l'orthographe du tamazirt, et cela en fait à cause ou en raison de son adoption, ou l'adoption d'une version en fait simplifiée des tifinagh par l'IRCAM marocain, et ils l'ont même développé, et cela a eu un certain impact sur l'orientation de la dynamique orthographique des langues tamazirt en Afrique du Nord et dans la diaspora. En fait, au point que après Kadhafi, donc en Libye, on voit donc le renouvellement de certains groupes amazigrophones et de leur quête en fait qui étaient auparavant clandestines. On voit que certains, donc c'est des groupes qui existent en parallèle, donc à part, disons, les militants et les cercles plus traditionnels, on a aussi des cercles qui utilisent des réseaux gouvernementaux d'autres États, alors comme ceux du Maroc, pour surtout en fait pour des raisons économiques, socio-économiques, parce que dans le cadre par exemple de Zouara, donc en Libye, adopter un tifinagh qui est même pas en fait en rapport direct avec les différentes langues présentes au Maroc, l'adopter pour une langue tout autre, dans une zone, dans une région de l'Afrique du Nord tout autre, avec une histoire sociopolitique tout autre, me semble très, très compliqué. C'est un autre discours, mais c'est très important parce que ça montre aussi que c'est, en fait, ce qui est derrière, c'est que l'IRCAM et le Maroc a envoyé, parce qu'il n'y a pas d'enseignants d'amazigh officiels en Libye, donc le Maroc a proposé ses enseignants avec le matériel qu'il a, et en même temps, donc, il envoie aussi le programme prévu
pour en fait le Maroc, qui a été aussi implémenté en Libye. Dans une zone, en fait, c'est de façon tout ça officieux, parce qu'officiellement, Tamazirt n'a pas de statut en fait clair en Libye. Alors, est-ce que je suis là oui, alors, oui. Les langues du tamazirt sont principalement donc rendues par des graphies latines non standardisées, parfois adaptées ou non à la phonétique du tamazirt, ou parfois aussi par des graphies antifinales ou néatéfinales. Tout dépend en fait des réseaux. Donc il y a une panoplie de graphies très peu normalisées, bien que ces efforts de la part de l'IRCAM en Maroc et du HCA en Algérie sont là en fait pour standardiser le tamazirt selon un modèle qu'ils sont en train d'inventer et qui ne correspond pas nécessairement à la diversité linguistique et socioculturelle qu'on voit sur le terrain. En conséquence, ce qui me semble important de souligner, puisqu'il me reste très peu de temps, c'est que Internet offre, donc la communication numérique permet de recadrer des langues dominantes, telles que le français, l'arabe, etc., en les éloignant d'un système asymétrique dans lequel elles occupent une position dominante et normative, vers un système beaucoup plus symétrique, surtout quand on est en échange dans les chats, en échange, toutes ces plateformes en fait numériques. On est en fait poussé à reconsidérer ces positions et ainsi en fait à négocier et à réévaluer constamment localement pendant ces échanges numériques. Ce qu'il serait peut-être aussi, puisqu'il me reste très peu de temps, ce que je voudrais montrer aussi ici, par exemple, cet extrait, c'est un poème multimodal écrit en français, mais publié sur un site pro-amazigh. Alors, pour certains, c'est un poème français. Hein, ça parle de l'Algérie, algérienne, etc., mais c'est écrit en français. Tout dépend en fait du réseau. Le fait d'avoir été posté sur un site à profil amazigh et pro-amazigh le cadre parfaitement dans un discours militant amazigh, même si l'on peut le contester. Ça veut dire que, et c'est ce que j'ai appelé ici, en fait, framing discourse à la tamazight, ça veut dire que il ne suffit pas d'écrire en tamazight en fait, pour avoir le profil amazigh. On utilise beaucoup de langues, donc y compris le français, pour exprimer des identités hétéroglossiques. Et le numérique aide beaucoup en fait, à faire ça. En même temps, ça crée beaucoup de tensions, beaucoup aussi de négociations, et beaucoup de débats, mais même ces débats, même quand ces débats sont conflictuels, en fait, c'est du capital, ça rajoute au capital culturel du tamazight, parce qu'en fait, en négociant aussi sur les conflits, on fait augmenter la valeur, le statut interactif du tamazight. Ça, c'est, si ça vous intéresse, donc j'ai expliqué en détail, en fait, l'hétéroglossie de ce genre d'échange que j'ai en fait aussi en travaillant sur ce genre d'interaction multilingue, j'ai été poussée à trouver un moyen en fait non seulement d'écrire mais d'expliquer et de comprendre l'hétéroglossie à laquelle j'ai été confrontée. Et c'est pour cela que je parle de hétéroglossie conventionnalisée, où il est question de rendre compte de la fluidité et adaptabilité du langage en montrant comment les individus naviguent
dans divers paysages linguistiques, dans des interactions appelées glocales, donc locales et globales, tout en s'interrogeant sur la corrélation traditionnelle entre les langues et les identités sociales et ethniques culturelles. En fait, passons à l'exemple suivant rapidement. Permettez-moi de vous présenter cet exemple qui le montre plus clairement au lieu de lire la définition. Ça me semble, il s'agit de ce théâtre improvisé interethnique intitulé en néerlandais Ben ik dat nu, ce qui signifie suis-je vraiment ça, qui a été créé et interprété dans un contexte super diversifié dans la ville flamande de Gand, en Belgique, par des jeunes filles dans un quartier qu'on peut appeler super diversifié. Et ces jeunes dont font aussi partie pas mal, la moitié même de ces filles, et d'origine nord-africaine, ayant un répertoire multilingue qui comprend, outre le néerlandais, aussi le français, le tamazight, l'anglais, le darija bien sûr, et parfois aussi l'espagnol et l'allemand, selon leur situation socio-historique et leur trajectoire migratoire. Ce cas est particulièrement intéressant parce qu'il implique également la francophonie, un contexte sociolinguistique dans lequel le français, en tant que langue minoritaire, dans une région principalement néerlandophone, flamand, fonctionne comme un vecteur pour la création et la promotion d'identités collectives ainsi que pour marquer la classe sociale. Donc, les filles de cette pièce, avec qui vous pouvez me voir sur cette photo, en route pour une sortie de colonie, fréquentaient régulièrement différentes associations, surtout l'association Meisjeshuis, qui veut dire Maison des filles, à Gand, située dans leur quartier, donc globalisé Rooigen-Brugse-Poort. Alors, leur pièce multilingue a révélé non seulement leurs compétences linguistiques variables, et certains sont très avancés. Déjà à l'âge de 9 ans, elles parlaient très bien l'anglais, très bien français, très bien, moins bien tamazight, moins bien darija, etc. Mais aussi leur remarquable conscience métadiscursive. Je crois que c'est ça qui m'intéressait plus, faisant un usage ludique de tout ce que l'intertextualité, la multimodalité ont à offrir. Alors, dans cette pièce, toutes sortes de stéréotypes ethniques, sociaux et culturels de leur vie quotidienne sont affichés, joués et incorporés dans différents fils narratifs qui comprennent par exemple celui de Madame Patou, c'est ainsi, c'est pas traduit, ça s'appelle Madame Patou, qui traite de l'isolement social, de la mort, de l'âge, de la maladie, en plus de celui par exemple de Seppa venant du français je sais pas, je ne sais pas, et qui parle de marginalisation, de racialisation, sexualité, des tensions que cela génère. Alors, si nous regardons l'extrait du côté droit de la diapositive, nous pouvons voir 5 codes linguistiques alternés en si peu de lignes. Et on a donc Yousra qui dit Seppa, qui est Seppa, d'où vient Seppa? Alors toutes les filles répondent, sauf Yousra, je ne sais pas. Alors Gullizer dit en néerlandais vernaculaire, en dialectal, en comtois en fait, weet je da, Seppa, avec une intonation, un accent d'emphase en fait sur Seppa. In het Joegoslaafs ezel betekent, est-ce que tu sais que Seppa en yougoslave, et elle veut dire en serbo-croate, veut dire âne. Alors, Soraya et Yousra, donc deux filles d'origine nord-africaine, disent en Seppa in het Marokkaans is hmar. Et Seppa en marocain, et là elle veut dire darija, en darija, c'est, et elles utilisent le mot, le correspondant darija, hmar, ce qui veut dire âne. Alors, par conséquent, pour aller un peu plus vite, cette pièce, en fait, est une intimation de la société, et plus particulièrement de son système de stratification sociale. Elle représente les catégories sociales de l'autre qui définissent ce qui est socialement légitime. Le personnage de Seppa renvoie ici à un adolescent d'origine marocaine.
et c'est une typification de l'autre dans ses formes inacceptables, y compris celle d'être un âne. Alors, elle fournit également des preuves, cette pièce, de façon dont le concept d'ethnicité, dans sa définition culturaliste et donc statique, peut être déconstruit par une action conjointe et ludique, et donc en faisant un objet de créativité artistique. Alors, il faut que je passe, parce que là, il ne me reste rien, il faut que je passe, je crois, à la conclusion, n'est-ce pas? En fait, par conséquent, donc, ce type de français que j'ai qualifié de français globalisé participe à la déconstruction du concept d'ethnicité en tant que construit monolithique et statique, et souligne donc sa nature hybride et dynamique, dont l'étude nécessite des approches multidimensionnelles qui tiennent compte de la pluralité des affiliations des individus et des groupes, ce qui est particulièrement important pour comprendre adéquatement la superdiversité, entre guillemets, et en particulier celle vécue par les immigrants. Alors pour conclure, j'aimerais revenir en fait au Tifinagh et au Libic en fait. J'aimerais souligner que cette étude a essayé, en fait cet exposé, j'ai essayé de mettre en évidence que les langues du tamazight définissent principalement l'amazirité, représentant l'identité collective amazigh translocale, façonnée par des facteurs sociaux, politiques et historiques différents. En conséquence, les discussions concernant l'identité amazigh tournent souvent autour de tamazight, malgré l'utilisation prédominante des langues fonctionnellement dominantes et donc pluricentriques dans les interactions quotidiennes, telles le français et ses variétés. Donc, ce n'est pas dire qu'on ne l'utilise pas, qu'on ne l'apprécie pas. Donc, c'est deux choses différentes en fait dans l'imaginaire linguistique de ces pratiquants. Le choix de la langue en Afrique du Nord est fortement ethnicisé, en particulier lorsque les individus expriment explicitement leur identité ethnique et culturelle. Cependant, il y a eu récemment un changement dans la représentation du tamazight, influencé par la perception changeante du Darija comme faisant partie du patrimoine et du répertoire interactionnel du tamazight. Ce changement est principalement motivé par l'instrumentalisation forte du tamazight par les gouvernements en question, notamment depuis son officialisation au Maroc et en Algérie. Simultanément, ces régimes poursuivent, parce que simultanément, en même temps qu'ils instrumentalisent, ils poursuivent leurs efforts d'arabisation institutionnelle visant toujours à promouvoir la diffusion et le développement de l'arabe standard. Malgré la mise en œuvre de diverses politiques de domination, y compris le contrôle religieux, ce qui est le plus important, et l'arabisation n'a pas réussi à supplanter le tamazight ainsi que le darija par l'arabe standard, comme prévu. Ce phénomène, donc appelé darijation, dans cette présentation, est un effet collatéral de l'arabisation, mais le tamazight étant tout de même le plus touché par ses conséquences. En conséquence, pour des motifs capitalistes néolibéraux, et là on rejoint parfaitement, les gouvernements nord-africains instrumentalisent lourdement et parfaitement à la fois le tamazight et le darija, donc les deux cas. Et je vous remercie pour votre attention.